quelques mots avant de débuter hein, le webinaire, donc, le cœur du sujet sur Training You. Euh, Moi, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis le cofondateur de Training You. J'ai étudié à Sciences Po Strasbourg et à l'ESSEC. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans dans l'équipe TMT chez Lazare et j'ai ensuite lancé Training You avec Yongtae One. Euh, Pourquoi on a lancé Training You? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce qu'on avait constaté qu'on était à votre place en tant qu'étudiant et puis ensuite en tant que recruteur, hein, parce qu'on a fait passer beaucoup d'entretiens pour l'équipe TMT de Lazare, qu'il y avait un décalage entre ce qu'on avait appris dans nos cours à l'école et puis les exigences des process de recrutement pour ces métiers-là. D'accord. Et je pense que Guillaume et Sébastien vous confirmeront ces éléments-là. Et on a voulu créer une plateforme qui complète les cours de l'école pour vous aider, vous, dans vos process de recrutement. OK. Et c'est vraiment l'objectif de Training You, d'adresser ce décalage-là. On a formé plus de 3000 étudiants depuis notre lancement en 2019, principalement avec une plateforme en ligne sur laquelle Guillaume et Sébastien ont contribué puisqu'ils ont fait le MOOC Leverage Finance qu'on a pu rendre disponible il y a quelques jours. Et on a aussi une trentaine de partenaires avec des écoles, des associations étudiantes. Voilà, vous avez enfin quelques références d'entreprises à la fois dans le secteur corporate finance, notre vertical historique, et dans le secteur conseil en stratégie, entreprises dans lesquelles nos étudiants ont trouvé des stages ou des CDI. Voilà, je suis très heureux en tout cas de maintenant de laisser la parole à Guillaume et Sébastien, qui vont peut-être se présenter mieux que je vais le faire, mais en tout cas, voilà, Guillaume a été diplômé de TBS et travaille comme associate à la SOG. Sébastien est diplômé de l'EM Lyon et aussi a travaillé à la SOG avec Guillaume. Et on sont des experts du domaine leverage finance. Merci à vous tous les deux. En tout cas, je vous laisse la parole et bien sûr, j'aurai le plaisir d'animer les Q&A après avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous, on est très contents d'être là aujourd'hui. Comme Guillaume l'a dit, Guillaume et moi avons travaillé à la Société Générale dans l'équipe Leverage and Acquisition Finance. Donc, on couvrait l'origination et l'exécution de LBO et aussi d'acquisition corporate. Et de mon côté, j'ai récemment rejoint les équipes Leverage and Acquisition Finance de HSBC à Londres. Et moi, de mon côté, j'ai quitté les équipes de Leverage Finance il y a un peu plus d'1 an et je travaille désormais dans le fonds d'investissement du groupe Société Générale. Donc, nous, notre métier, il s'intègre dans l'univers du M&A. Donc, les principaux interlocuteurs avec qui on va travailler, ça va être ceux qu'on a dans l'univers du M&A. Donc, on va avoir bien sûr les fonds d'investissement, donc les sponsors, et l'entreprise cible, donc qui va faire l'objet du LBO. Donc, nous, la banque, ce qu'on fait, l'enjeu de notre métier, c'est de s'assurer que les fonds soit disponible pour financer l'acquisition. Donc là, ici, on parlera bien de la composante dette pour financer l'acquisition d'entreprise via une opération de LBO. On va y revenir un peu plus tard. Donc pour ce faire, on va travailler avec les conseils. Donc on va avoir le conseil M&A, par exemple comme Lazare, mais aussi donc on va s'appuyer sur les analyses des auditeurs, donc des due diligence qui vont être faites sur différents thèmes, donc que ce soit financier, stratégique ou bien sûr environnementaux ou un peu plus techniques. On va aussi travailler avec les agences de notation pour qu'elles produisent la notation crédit sur laquelle on va s'appuyer pour aller distribuer le financement. On va travailler avec d'autres banques aussi, car c'est un marché très compétitif. On va travailler avec les prêteurs finaux, qui peuvent être des banques ou des investisseurs spécialisés. Et donc, c'est un environnement assez très riche, assez complexe, dans lequel on a beaucoup d'expositions et on va parler à plein de personnes différentes. Si on passe à la prochaine slide, ça y est, ma caméra marche. Si on passe à la prochaine slide, donc concrètement, comment marche un LBO? Donc, le principe d'un LBO va être d'acquérir une entreprise via ce qu'on appelle une SPV ou un véhicule d'acquisition. Donc, c'est juste une holding qui s'appelle Newco, que l'on voit au milieu en bleu foncé. Cette Newco n'aura pas d'autre activité elle n'aura aucune activité économique. Son rôle va juste être de détenir les titres de l'entreprise cible qui fait l'objet d'un LBO et qui va aussi porter la dette et dont l'unique objet va être donc de rembourser les intérêts et le capital de la dette qui va être mise en place pour financer cette acquisition avec les remontées des dividendes qui proviennent de la cible et de ses nombreuses filiales.
Donc, là, en tant que prêteur, nous, ce dont on va devoir s'assurer ici, c'est que les cash flows qui proviennent de l'activité de la cible soient assez réguliers pour que la dette puisse se rembourser, car on a vraiment un rôle de créancier. Nous, le but du jeu des banques et donc des investisseurs au final va être vraiment de se faire rembourser. On n'est pas rémunéré sur la plus-value des titres. Ok, alors on va passer au slide suivant. Et comme dit Sébastien, du coup, pour le financement d'une opération de LBO, on va utiliser plusieurs types d'instruments. Et là, on les a classifiés du moins risqué au plus risqué. Donc, pour payer, imaginons, on va dire 100 millions de valeur des titres d'une entreprise que Newco va acheter. En apport, on va avoir de l'equity, donc il va être les titres ou des obligations apportées par le sponsor ou le pool de sponsors. Ces titres sont rémunérés en général entre 20 et 30%, ce qu'on appelle le TRI. Et le sponsor va toucher du coup son rendement à la cession d'investissement. Il y a une petite spécificité sur les obligations qui peuvent être du coup convertibles et donc avec des intérêts cash ou capitalisés et qui peut permettre au fonds de se dérisquer au cours du LBO en touchant un coupon. Mais la majeure partie de la valeur est créée à la sortie via la plus-value sur l'equity. Cette classe d'actifs est la plus risquée parce qu'elle ne bénéficie d'aucune sûreté sur les titres, contrairement aux dettes junior et senior. Ensuite, il y a la dette senior, qui est du coup l'actif le moins risqué et qui est en général bancaire, ou alors par des fonds de dette, qui a un rendement cible entre 4 et 5% et dont l'intérêt est entièrement cash. C'est-à-dire que c'est un coupon qu'on va toucher en général tous les semestres, qui va venir rémunérer le risque pris par la dette. Cette dette est sécurisée par plusieurs sûretés, notamment un nantissement sur les titres au niveau de la NUCO, ou d'autres types de sûretés, notamment on peut avoir des nantissements de stock, de créances ou des assurances sur les managers clés. Cette dette senior, elle est en général composée de deux tranches, une TLA qui est amortissable, donc un remboursement annuel sur 6 ans, et une TLB qui est in fine, donc remboursable une seule fois à la fin du crédit, généralement à 7 ans. Ensuite, il y a la dette junior, qui est du coup en contradiction des dettes seniors de second rang, donc qui va bénéficier de sûreté moindre, ou en tout cas de sûreté secondaire par rapport à la dette senior, c'est-à-dire qu'en cas de problème sur la dette et sur l'opération, la dette junior, les prêteurs juniors seront remboursés derrière les banquiers, ce qui explique des rendements cibles plus élevés que la dette senior. On peut aller entre 7 à 10%, voire 14-18% sur la mezzanine avec très peu de sûreté. La dette junior est 100% in fine, donc en plus d'être subordonnée sur le point de vue juridique avec des sûretés qui passent au second rang, elle est en plus subordonnée sur la durée parce qu'elle se rembourse systématiquement après le remboursement de 100% de la dette senior. Donc maintenant que l'on a vu un peu les différents types de dettes que l'on retrouve, les différentes strates de dettes qu'on le retrouve pour financer cette acquisition et maximiser la rentabilité de l'investissement pour le sponsor, on va voir ici à quel moment va intervenir un banquier leverage. Donc, comme on l'a vu au début, un banquier leverage intervient dans un process M&A. Donc, le travail au jour le jour va être lui aussi très très rythmé par le processus M&A en lui-même. Donc, on va avoir une partie origination, donc qui va être d'aller chercher les deals. Donc, ça va être surtout du pitch. On peut avoir, au même titre qu'un conseiller M&A va pitcher un fonds pour obtenir un mandat sell-side, une banque va elle aussi pitcher un fonds pour lui montrer son appétit, par exemple, pour aller financer une acquisition ou ça peut être aussi l'acquisition d'une cible, une cession, un build-up. On peut avoir des fois le M&A qui pitch en même temps. C'est l'avantage aussi des banques comme par exemple Société Générale et HSBC, elles sont capables de proposer du M&A conseil et aussi le financement qui va avec. Et après, on va avoir aussi une grosse partie qui est liée donc à l'exécution, pendant laquelle la banque va chercher à être mandatée. Et une fois qu'elle sera mandatée, elle va aussi exécuter le financement. Donc, assurer que les fonds soient disponibles lorsque le financement soit disponible lorsque le fonds d'investissement va signer son exclusivité, car il y a une certitude des fonds qui est nécessaire pour qu'ils puissent
acquérir la cible, en tout cas que son offre soit jugée sérieuse. Et ensuite, on va chercher à distribuer le financement, car généralement, les banques n'ont pas vocation à garder le financement sur leur bilan, donc elles vont le distribuer soit à d'autres banques, soit à des investisseurs spécialisés. Donc là, le travail du banquier leverage va être, donc, dans un premier temps, d'obtenir les accords internes nécessaires pour être mandaté. Donc, c'est un comité crédit. Donc, c'est comme pour les fonds d'investissement ont leur comité d'investissement, les banques ont leur comité crédit sur lesquels on va analyser donc, les risques et les forces et les faiblesses via le spectre crédit. Donc, est-ce qu'on est confort sur, in fine, le fait que la cible pourra générer assez de cash flow pour rembourser la dette d'acquisition? Donc, c'est la partie process crédit. Ensuite, une fois que les banques ont obtenu leur accord interne, elles vont pouvoir signer le mandat et être mandatées pour une acquisition, pour un LBO. Pendant ce temps-là, cela va pouvoir donner la suite à l'exécution du financement, donc pendant lesquels on va d'un côté travailler avec les agences de notation. On va faire une présentation, ce qu'on appelle une RAP, une Rating Agency Presentation, dans laquelle on va faire à peu près le même travail d'analyse crédit, mais que l'on va cette fois présenter aux agences de notation, répondre à toutes leurs questions pour qu'on puisse obtenir le rating qu'on souhaite. Donc, c'est assez important car si le rating est un peu plus dégradé, on va avoir ça va réduire le potentiel d'investisseur qui viendra potentiellement qui viendra potentiellement investir in fine, donc qui viendra dérisquer la banque. Et d'un autre côté, on va travailler aussi sur la distribution du financement. Donc là, on parle de marketing materials ou d'offering memorandum selon si le financement le financement d'acquisition que l'on a structuré et soit privé. Donc on va parler du classique term loan B, mais aussi des term loan A qui sont amortissables. Ou alors du marché obligataire public. Donc là, on va parler du high yield bond. Et généralement, cette syndication, elle se fait dans une fenêtre de marché extrêmement réduite. Généralement, ce n'est pas plus de 2 semaines. Donc, c'est là que le métier est assez intense car il faut que tout soit prêt au moment où tous les documents soient prêts. Donc, c'est des documents de grosso modo à peu près 80 pages que l'on va proposer aux investisseurs potentiels et sur lesquels ils vont revenir avec leur appétit et aussi le prix qu'ils sont prêts, s'ils acceptent ou pas la marge d'intérêt qu'on leur offre et aussi les commissions qu'on leur propose pour les incentiver à prendre une part donc, dans le financement et dérisquer les banques. Et c'est à peu près là que s'arrête notre travail, car on est très focus sur donc, l'origination et l'exécution. Et après, d'autres équipes dans la banque se chargent de suivre un peu la vie du crédit ou le client au global. C'est très spécialisé comme métier. Du coup, on va revenir rapidement sur les enjeux de nos métiers. L'enjeu principal de nos métiers, ça va être de structurer un financement d'acquisition, que ce soit via un LBO avec un sponsor ou via des build-up. Donc, c'est une société corporate qui rachète un autre corporate pour effectuer des synergies et créer de la valeur. Du coup, le rôle d'un banquier senior, tel que Sébastien, moi, c'est de déterminer la meilleure structuration possible en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille d'une entreprise, de son profit crédit. Notamment, on regarde énormément le levier ou la génération de cash flow, qui sont des éléments normalement, le cash flow qui permet de rembourser la dette, et aussi tout ce qui est credit story, c'est-à-dire la capacité prouvée de ce corporate ou de cette entreprise sur le passé à tenir une dette senior et à tenir des cash flows récurrents. En fonction de la taille et du profit crédit de cette entreprise, on va être en mesure de proposer une structuration de crédit la plus adaptée possible, notamment avec plusieurs instruments de dette, comme on a vu que ce soit de la dette senior avec différentes tranches, de la dette aussi junior qui viennent en tranchée ou notamment via de la mezzanine. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la structure et le schéma de financement cible qui correspond à la typologie de l'entreprise, on va ensuite encadrer ce financement via plusieurs documentations juridiques successives qui vont du coup déterminer notamment les covenants, ce qu'on appelle covenant qui est quand même quelque chose clé dans nos documentations. Le covenant principal, c'est le covenant de levier qui doit vous parler, c'est la dette financière nette sur l'EBITDA du groupe
et qui matérialise son niveau d'endettement. Nous allons aussi encadrer les endettements additionnels que le groupe peut souscrire ou pas, également les investissements, ses acquisitions, etc. Donc, une documentation LBO, c'est une documentation qui est contraignante pour le groupe, qui va l'encadrer sur toute la durée de vie du crédit. Et pour faire plusieurs tâches comme des acquisitions ou de l'endettement supplémentaire, il va falloir qu'elle vienne demander l'autorisation au pool de prêteurs et aux investisseurs pour pouvoir débloquer plusieurs financements ou réaliser des investissements. Et puis c'est déjà pas mal. S'il y a des questions, on est à votre disposition pour vous répondre. Alors, je Merci, vois qu'on n'a merci pas. beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a plusieurs questions déjà dans le chat, mais peut-être avant de passer aux questions techniques, je vais vous poser quelques questions un petit peu sur votre expérience et votre parcours. Souvent, beaucoup d'étudiants présents connaissent très bien le M&A, connaissent très bien le private equity. Et le leverage finance, c'est quand même un métier, un domaine qui est un peu moins connu et du coup un peu moins attirant pour des étudiants. Alors, pourquoi vous avez voulu vous spécialiser dans ce domaine-là et quel serait votre argument pour convaincre les étudiants de plus postuler en leverage finance par rapport aux deux métiers que j'ai cités qui sont les plus connus en corporate finance? Si tu veux, je peux prendre cette question, si tu veux, Guillaume. Vas-y, prends-la et si jamais je ne suis pas d'accord, Il je dira, dirai mon point de vue. il, Vas-y, vas-y. il donnera son point de vue. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui est pas des plus connus. Donc c'est vrai que quand on pense à corporate finance, on pense surtout au M&A. C'est un métier, moi de mon côté, ce qui me plaisait beaucoup, c'est l'approche critique que l'on a quand on regarde un LBO en fait. Le métier de leverage finance, il consiste à donner une vue critique car notre métier, c'est de prendre un risque. Alors qu'en M&A, par exemple, le travail en M&A qu'on va retrouver, il va être toujours de pousser, et pour le dire simplement, d'habiller la mariée. En fait, quand on ouvre un info mémo M&A, c'est toujours très beau, c'est toujours parfait. Le but du jeu, pour nous, ça va être de lire un peu entre les lignes et savoir quel est le niveau de risque et comment on se rend confort dessus. Donc, c'est un métier qui est quand même très technique. C'est un peu, on analyse le dossier comme un fonds de private equity, sauf que nous, on va l'observer sur le spectre de dette, via le spectre de la dette, et non pas du spectre de l'equity où on va chercher de l'upside. Donc, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est il faut, dès qu'on est junior, à tous les niveaux, il faut pouvoir avoir un esprit critique, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans le métier. C'est très technique aussi. Ok. Alors, je rajouter un petit point. Alors, le côté technique est clairement très important sur nos métiers. Il y a également le fait qu'on a un deal flow qui est très très riche, contrairement notamment au private equity, hein. Donc en moyenne, on peut arriver à closer entre 15 et 20 deals par an, donc ce qui est très très rare. Et ça nous permet du coup d'avoir une bonne connaissance sectorielle du coup de beaucoup de secteurs et de voir vraiment de l'exécution de A à Z. Là où le M&A, bah, Guillaume, tu es mieux placé que nous pour en parler. Souvent, il y a cet effet déceptif, c'est des process assez longs, et on ne va pas toujours jusqu'au bout de l'exécution. Et en tant que junior, nous, en leverage finance, on fait vraiment toute l'exécution de A à Z, et il y a un nombre de closing assez important. Du coup, on devient mature sur le métier très rapidement, et techniquement, et en termes de relationnel, c'est des métiers assez riches qui nous permettent du coup voilà, d'acquérir un bagage technique et juridique très rapidement. Merci Guillaume et Sébastien pour vos réponses. Une deuxième question pour vous, quel est le panorama du leverage finance à Paris? On dit souvent que c'est les grandes banques universelles qui ont ces équipes-là, Société Générale, BNP Paribas. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont réputés, qui sont accessibles pour faire ce métier? Et question un petit peu similaire, il y a aussi des équipes de private debt qui sont dans les fonds. Est-ce qu'il y a des vraies différences entre leverage finance et private debt? Et si oui, lesquelles? Je peux donner une première réponse à ça. Euh, En termes, en effet, donc c'est un métier dans lequel on a pas mal, c'est un univers dans lequel il y a pas mal d'acteurs. Donc d'un côté, on a les grandes banques universelles qui ont beaucoup de bilans à déployer, donc qui vont être capables de prendre des underwriting et donc qui vont être les usual suspects quand on veut faire un LBO. Donc on va avoir toutes les banques françaises et universelles, donc Crédit Agricole, BNP, Natixis, Société Générale. On va retrouver aussi les européennes, donc on va avoir HSBC, Deutsche Bank, Barclays, NatWest, Lloyds, selon les marchés, BOI.
Et on va retrouver aussi des banques qui sont plus transactionnelles. Donc nous, ces banques-là que je viens de citer, elles sont universelles, donc elles ont un angle commercial. Ça veut dire que quand elles vont analyser un dossier, elles vont aussi regarder le side business qu'il y a à côté, car elles ne font pas que du LBO. Ils ont une vision globale. Et on va avoir des banques un peu plus transactionnelles. Par exemple, c'est Nomura, une banque japonaise. On a aussi Jefferies aussi qui est très transactionnel. Et ça, c'est les deux que j'ai en tête. Et que elles, on va retrouver vraiment sur des transactions qui ont des petites équipes leverage, mais qui, eux, le but du jeu, ils viennent, ils font la transaction, ils distribuent, et après, ciao, on n'entend plus parler d'eux. Donc, c'est un peu le type de, parmi les banques que l'on trouve. Après, bien sûr, il y a les américaines. Donc, le leader sur le marché, c'est JP Morgan, qui est le leader incontesté là-dessus, sont les meilleurs. On a aussi Goldman, on a Bank of America qui est très bon aussi sur ce métier-là, chez les américaines et qui sont très très compétitives. Car le LBO, c'est un marché US ça vient de New York, ça a été créé là-bas. Donc, bien sûr, les Américaines sont les pionnières là-dessus. Donc, elles sont quand même très compétitives sur ce métier-là. Et on a aussi le private debt, lui, qui est un segment un peu plus récent qui concerne le mid-market, car c'est une classe d'actifs qui s'est développée assez récemment et qui répondait à un besoin pour les fonds, pour des entreprises d'une taille d'EBITDA un peu plus petite, car elles se sont rendues compte qu'elles étaient capables, au même titre qu'un fonds d'investissement, d'investir en dette privée sans recourir à une banque. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle des unitrancheurs. Et on va retrouver par exemple des Tikeo, des Acentra, je n'ai plus d'autres noms en tête, mais en tout cas, ça va être des acteurs qui vont être capables à un ou deux de faire ce que les banques autrefois faisaient à plusieurs. Donc, c'est-à-dire, elles vont grouper toutes les tranches de dette que l'on a vues auparavant en une seule tranche qu'on appelle l'unitranche, et elles vont financer cette acquisition aux côtés des fonds d'investissement. Donc, c'est des nouveaux acteurs qui ont émergé il y a à peu près 7-8 ans, post-crise financière, et qui sont capables donc de donner 100% du financement. Donc, c'est des acteurs assez redoutables et très compétitifs. Et la différence principale entre le leverage finance et la private debt, c'est-à-dire au niveau de la rémunération, c'est pas du tout le même pricing, hein. Sur de la dette senior bancaire, on va être entre 3 et 5. Sur de la private debt, on va souvent être entre 8, au-delà, voire au-delà de 10, hein. Et la différence, c'est que sur la dette senior, on a une tranche qui est amortissable, une tranche in fine. Sur la dette privée, c'est du 100% in fine, c'est-à-dire que le remboursement, c'est entre guillemets ce qu'on appelle chez nous un mur de dette qui intervient au bout de 7 ou 8 ans en une fois et qui du coup laisse plus de souplesse au groupe sur les cash flows, mais en contrepartie va coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est deux classes d'actifs, si sur la logique qui sont assez semblables, sur le remboursement et sur la typologie d'actifs, c'est pas du tout les mêmes. Et il y a aussi un phénomène qui arrive de plus en plus, sur les dettes seniors, notamment les tranches B, in fine, il y a de plus en plus de banques européennes qui vont les céder à des acteurs privés, également pour se dérisquer au niveau du bilan. Quand les bilans sont trop lourds, notamment au niveau des crises, pas mal de banques européennes vont céder des tranches B qui sont bien margées à des fonds de dette pour se dérisquer au niveau du bilan. En Voilà. effet, les, ça dépend du marché, mais généralement, une fois que l'on passe une certaine taille, à peu près 50 millions d'euros d'EBITDA, il n'y a plus de, il n'y a plus les financements d'acquisition se font quasiment que en tranche B in fine. Et c'est un marché qui est très bien développé maintenant, qui est très structuré avec une base d'investisseurs très large et parmi lesquels les banques vont s'appuyer pour distribuer le financement. Donc, les banques ne prennent quasiment aucune banque ne garde de TLB car c'est très risqué, ça coûte très cher en capital. Si vous connaissez un peu les banques, vous savez qu'elles ont des exigences de capital minimum, donc, qui sont liées à Bâle, les accords de Bâle. Et donc, dû à ces contraintes réglementaires, elles ne peuvent plus garder garder ces financements car ça leur coûte beaucoup trop cher et ils doivent mettre beaucoup plus de capital en face de ces dettes. Merci pour vos réponses. Prochaine question. Bon, vous en avez déjà parlé pendant votre petite présentation introductive, mais quels seraient selon vous les principaux points, donc les plus importants à maîtriser quand on veut passer un entretien en leverage finance pour ces entreprises? Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, les entretiens qu'on fait passer, c'est assez technique, généralement.
il y a souvent des cas, des tout petits cas sur la compréhension du business, le positionnement du groupe, et il y a vraiment un focus qu'on fait énormément, c'est les cash flows. S'il y a vraiment une notion en leverage qui est clé dans l'analyse d'un dossier, c'est les cash flows. Il faut connaître les composantes d'un cash flow, enfin, du free cash flow notamment, et du cash flow sur le bout des doigts, parce que c'est l'élément clé qui permet le remboursement d'une dette, hein, parce que la dette se rembourse uniquement sur les cash flows. Donc vraiment, les cash flows, il faut les connaître par cœur. Il faut arriver à les reconstituer soit en partant de l'EBITDA, soit en partant du résultat net. Souvent, c'est un petit piège qu'on fait, parce que souvent, les étudiants ont l'habitude de partir de l'EBITDA pour descendre au free cash flow, et non pas du résultat net. Donc ça, c'est des exercices qu'on aime bien faire. Et aussi, il y a des questions toutes bêtes, c'est en partant d'un compte de résultat et d'un élément sur le compte de résultat, il faut essayer de le retranscrire sur le bilan et sur le cash flow. Donc, il faut vraiment maîtriser l'interdépendance qu'il y a entre ces trois tableaux financiers. Et c'est des choses qui, malheureusement, en tout cas pour moi, je ne sais pas, Sébastien, c'est pareil, en cours, on voit assez rarement vraiment une analyse technique et financière sur ces trois éléments financiers-là. C'est des choses qu'il faut travailler pour le leverage. En effet, ouais. On attend vraiment que les analystes ou les stagiaires soient très calés dessus. Donc, ça demande une préparation additionnelle. C'est un peu comme au M&A, il faut se préparer un peu plus. Il faut aller plus loin que ce qu'on trouve dans les cours. Faut regarder, il y a il y a plein de super sites. Il y a un super site pour s'entraîner qui s'appelle TradingView qui propose qui propose tout ce qu'il faut pour être bien préparé à cet entretien-là. Car nous, en effet, quand on a énormément de candidats, même si on est un peu moins connu que le M&A, on a beaucoup de candidats, c'est très compétitif. Donc, c'est vraiment un prérequis sur lequel on transigera quasiment, on transigera pas. Je rebondis sur ce que dit Sébastien, enfin ce qu'on dit Sébastien Guillaume pour effectivement la comptabilité et les liens entre les trois états financiers, c'est juste la base. C'est aussi la base pour des questions de M&A, entretien classique. Et je pense que c'est peut-être le premier cours que vous devez suivre sur la plateforme si vous y êtes. C'est le cours de comptabilité technique et on parle de tout ça. Et c'est effectivement indispensable pour n'importe quel métier en corporate finance. Donc, vous ne pouvez pas faire l'économie de ça. Donc, c'est super important, la comptabilité. Ok, prochaine question peut-être avant de prendre les questions de l'audience. Ça fait plusieurs années déjà que vous êtes dans ce métier-là. Est-ce qu'il y a des exits potentiels pour des personnes qui bossent 3, 4 ans en leverage? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Est-ce qu'il y a des moves possibles dans d'autres métiers en finance ou peut-être chez les corporates? Je suis l'exemple même que, premièrement, c'est possible, hein, parce que moi, je suis parti dans le fonds d'investissement et j'avais été chassé d'ailleurs par quelques fonds d'investissement. Vu qu'on est sur un métier technique qui requiert beaucoup d'analyse et de rentrer de manière assez dense dans les dossiers, dans le business model d'une entreprise, on est un métier qui est assez connexe avec le métier du private equity, hein, qui est sensiblement la même analyse, si ce n'est avec une analyse plus fine de la rentabilité du coût du terrain attendu. Mais du coup, clairement, de plus en plus d'acteurs et de personnes qui bossent dans le leverage depuis 3 4 ans partent vers le milieu du private equity, qui est assez naturel et il y a une convergence sur le mode d'analyse des dossiers. Ensuite, il y a aussi le métier de debt advisory, notamment qui est une pratique qui se développe de plus en plus en France. Il y a des boutiques comme Edmond Rothschild, Rothschild Co, Clearwater et j'en passe, qui est du coup des boutiques. Lazare le fait aussi. Lazare aussi, désolé du coup. J'ai des amis dans cette équipe, alors du coup, si je ne pour cite pas ça, Lazare, je vais. du coup, on les cite. Et du coup, avec une pratique qui est de plus en plus répandue en Europe et qui consiste pour des banques d'affaires du coup de structurer, de monter des financements en général assez complexes qui ensuite vont aller pitcher les banques pour qu'elles interviennent sur ce type d'opération-là. C'est les deux, on va dire, pour moi, métiers vraiment avec des débouchés qui sont, on va dire, naturels. Et ensuite, j'ai déjà vu des gens en leverage partir en M&A. Alors, c'est plus rare, mais ça peut aussi exister et ça arrive. Mais on va dire les deux débouchés les plus naturels et les plus faciles à faire, c'est soit le private equity, soit le debt advisory. En effet, ouais. Après, il y a aussi toute la partie, private debt, car généralement, les investisseurs private debt vont recruter des banquiers, des anciens banquiers leverage, car le métier est à peu près le même, sauf que là, cette fois, c'est dans une plus petite structure qui est la même qu'un fonds d'investissement, donc avec des souscripteurs, avec des LPs, ce qu'on appelle les LPs à la fin. Et on a aussi donc, les directions corporate. On peut avoir généralement, si on a une entreprise qui est assez acquisitive, qui émet souvent sur les marchés ou qui a besoin de négocier des financements un peu plus complexes
que les besoins d'un trésorier tous les jours, bah, les banquiers leverage sont aussi un très bon vivier pour ces corporates-là pour structurer leur direction financière. Après, il y a aussi d'autres métiers dans la banque. En général, la banque, c'est quand même assez grand. Il y a beaucoup de métiers connexes. Il y a du coverage, il y a d'autres métiers de la banque d'investissement sur lesquels les banquiers leverage peuvent se recycler. C'est un peu plus éloigné, mais ce n'est pas non plus impossible. Par exemple, il y a pas mal de porosité entre DCM, entre le Debt Capital Market et LLF Fin, mais le LLF Fin est un peu plus technique. On rentre plus dans le crédit que sur la partie DCM qui est orientée très marché, c'est un peu plus l'approche quantitative sur ce métier-là. Et c'est à peu près aussi tout ce que j'ai en tête pour compléter les sorties. Et ça, Alors moi, C'est pas mal. ouais. Donc, moi, je complète juste aussi pour dire que les moves du M&A vers les métiers de la dette, private debt, leverage finance, sont aussi possibles. Et moi, j'ai plusieurs exemples. J'ai vu plusieurs personnes commencer leur carrière en M&A, faire 2-3 ans, et ensuite aller en leverage, donc parfois dans la même banque, mais dans la partie leverage, ou faire des moves en debt advisory ou en private debt. Donc ça, c'est aussi possible. Donc j'imagine que vous avez peut-être vu des personnes arriver du M&A vers vos métiers, quoi. Ouais, tout à fait. On aime bien parce qu'ils sont capables de travailler très longtemps, très longtemps aussi. Donc, c'est très pratique d'avoir un ancien du M&A dans sa deal team. Trop cool. Alors, peut-être je vais prendre quelques questions dans le chat. Si jamais certains veulent aussi lever la main pour interpeller directement Sébastien, Guillaume, n'hésitez pas, hein. Évidemment, je vous donnerai la parole. Alors, quelques questions. Question de Quentin, un peu plus technique. De manière plus générale, il vous demande comment vous calculez votre risque pour un LBO. C'est une question assez large, hein. C'est assez. Il n'y a pas vraiment, alors, il n'y a pas vraiment de formule magique. L'idée, c'est qu'il y a des niveaux de risque. La clé de lecture principale à ça, ça va être le rating. C'est pas tout le temps. Il y a des ratings publics qui sont donnés par les agences Fitch, Moody's et S&P. C'est ce qu'on va retrouver dans le public, mais les banques le font aussi en interne avec des méthodes qui sont à peu près globalement homogènes. L'idée, c'est que on travaille en fait en comparant par rapport à ce qu'on connaît. On va juger est-ce qu'une entreprise est plus risquée qu'une autre par rapport à la pression concurrentielle, au niveau de marge qu'elles ont, à la capacité à générer du cash. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste une fois qu'il y a eu les mouvements liés au BFR et aux investissements, donc ce qu'on appelle les CAPEX et quel levier le fonds va vouloir mettre dessus, car le fonds, le but du jeu, c'est de maximiser le levier pour rentabiliser, lui, son investissement. Donc, ça va être une combinaison de tout ça, et qui, nous, vu que le métier d'une banque est de faire et de couvrir ces opérations-là, et plus on en fait, plus on sait ce qui se passe, à ce moment-là, on va savoir dire est-ce que celui-là est plus risqué ou moins risqué que les autres, quelles sont les zones d'agressivité et donc comment on peut pricer ça. Donc, c'est vraiment une combinaison de plein d'éléments, de ce qui est qualitatif, de ce qui est quantitatif et qui se traduisent ensuite par une marge d'intérêt. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle le spread qui rémunère le risque sur le crédit. Après, c'est très benchmarké, mine de rien, surtout plus on va dans les grosses opérations, plus c'est benchmarké. Donc, généralement, on va aussi s'appuyer sur ce qui se fait dans le marché, qu'est-ce qui a été accepté et à quel prix. Donc, c'est assez complexe comme approche. Et de manière un peu plus simple, voire triviale, le seul risque qu'on a, nous, c'est que la dette ne se rembourse pas. Du coup, c'est tout simple, hein. Et du coup, l'entreprise la moins risquée pour nous, ça va être celle sur laquelle on a une meilleure visibilité sur les cash flows. Donc, on sait qu'elle a une très forte stabilité de génération de cash. Donc, on sait qu'on va être tranquille sur toute la durée du crédit. Et à l'inverse, une entreprise qui va être risquée, c'est une entreprise sur laquelle on va avoir des fortes variations de BFR, des investissements importants et qui vont du coup venir impacter le cash flow de manière un peu incertaine, qui va rendre du coup le crédit risqué parce qu'on n'a pas de visibilité sur le futur, sur le niveau de génération de cash, on va dire normatif. Par exemple, dans les secteurs de l'énergie, on ne fait pas de LBO dessus, car comme vous voyez les prix de l'énergie qui peuvent s'envoler ou dans le minier. Ce n'est pas du tout un candidat atypique pour le LBO, car on n'a aucun moyen de se rendre confort sur la génération de cash. Top, super, merci à tous les deux, très clair. Prochaine question de Maël. Alors, c'était quand tu parlais des covenants, du coup, je pense, Sébastien. Comment déterminez-vous vos covenants? Voilà. Alors, quand il y en a,
C'est vrai qu'il y en a de moins en Parce moins. Il que y en a de moins en moins. Ouais. généralement, une fois que l'on passe 50 millions d'euros d'EBITDA, les covenants, ça n'existe plus. Ça a été parce que c'est un marché, ça vient des États-Unis et du marché à yield là-bas, qui est plus agressif Hmm. et qui est en fait poussé par les fonds, car en fait, c'est un marché d'offre et de demande. Donc, s'il y a de la liquidité disponible, bah, le fonds va pouvoir négocier des termes plus agressifs. Et bah, là, c'est où on en est aujourd'hui. Mais à la base, comment on fait un travail de modélisation qui consiste à prendre bah, le BP qu'on reçoit de nos amis du M&A, de regarder et qu'on va généralement un peu décoter, car en effet, on va généralement le vendeur, il aura tendance à pousser les curseurs, alors que nous, on va avoir une vision plus critique. Et donc, bah, par rapport à ces modélisations-là, on va regarder bah, qu'est-ce que ce serait le niveau un peu plus normatif du croissance du chiffre d'affaires, qu'est-ce que pourraient être vraiment les marges si on était un peu plus prudent. Et en fait, bah, par rapport à ça, on va avoir une ligne un peu plus ajustée, une trajectoire un peu plus ajustée donc de la génération de cash. Et donc, par rapport à la dette qu'on va mettre, on va se dire bah, maintenant, on va laisser une petite marge pour si jamais bah, il y a une année où il performe un peu moins bien, il génère un peu moins de croissance, ses marges sont un peu plus dégradées, bah, pour il ne soit plus en bris de covenant et que ça ne déclenche pas un cas de défaut. Donc l'idée, c'est vraiment bah, à partir des modélisations, bah, d'avoir une trajectoire un peu plus prudente et de laisser de la marge vis-à-vis de ça. Donc généralement, on laisse toujours un petit headroom de 20% par rapport à la courbe au cas de base que l'on fait. Mais donc ça c'est l'idée technique. Mais après, sinon quand ça grossit, c'est très benchmarké. C'est pour un type de client, on va donner 35% de headroom et point barre. Plus ça grossit, moins il y a de négociation. C'est un peu l'idée. Super, merci Sébastien. Guillaume, des choses à ajouter ou... Non, non, c'était assez clair. Après, on va pas rentrer dans le sujet non plus trop technique de calcul de modélisation, mais non, c'est clairement ça. Ok, top. Alors, on avait quelques questions auxquelles on a déjà répondu, donc je passe un petit peu. On a une question de Pierre. Quelle est la proportion debt sur equity en moyenne que vous rencontrez sur vos opérations de financement? Est-ce que la proportion varie beaucoup en fonction des secteurs? Si par exemple les entreprises en tech lèvent plus de dettes que dans d'autres secteurs? Et si oui, pourquoi? Alors, au-delà de par secteur, je parlais par typologie d'opération, entre le LBO et le corporate, qui est très différent. Sur du LBO, en moyenne, on va être sur du 50-50, voire 40 equity, 60 dettes, globalement. Sur du corporate, on va voir des opérations où on va avoir du 100% dette, hein, clairement. Donc, déjà, il y a cette distinction-là, hormis du secteur, du typologie d'opération, hein, qui sont très différentes. Et en termes de secteur, on va dire, plus le secteur va être mature avec une génération de cash importante, plus du coup la part de dette peut être importante, parce que du coup le groupe va être en mesure de rembourser des montants de dette plus importants. Et à l'inverse, sur des secteurs qui peuvent être très industriels ou très capex intensives, donc qui vont du coup consommer beaucoup de cash pour se développer, on va avoir des leviers un petit peu plus faibles. Et du coup des parts en equity plus fortes. Oui, en effet, l'idée, c'est d'avoir un point d'équilibre entre bah, entre le niveau de risque que l'investisseur prend, car lui, l'investisseur, le sponsor, il investit en equity, donc lui, il peut pousser les curseurs sur le risque, car lui, sa rémunération, il y a la plus-value. Un prêteur, que la boîte soit revendue 2 fois le prix, il n'en a rien à faire. Lui, il sera payé à un prix donné, à une marge donnée, à un prix donné, et le but du jeu, c'est qu'il se rembourse à la fin. Donc, il y a un point de rupture aussi à ne pas dépasser, qui est généralement aujourd'hui 35% d'equity, c'est le minimum de ce qu'on Mm. peut voir, mais généralement c'est 50%, et si c'est plus dangereux, bah, on va demander au fonds qui joue un peu plus sa peau. Et par contre, ça aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais avant la crise financière, on avait des cas où, si vous regardez les données historiques dessus, on avait des cas où avant, bah, les gens étaient un peu sauvages là-dessus. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi et à mettre 20% d'equity. Donc, c'était vraiment un autre monde. Donc là, aujourd'hui, c'est normé là-dessus. C'est un point d'attention par rapport aux dérives qu'il y a eu dans le passé. Et pour revenir juste sur le point spécifique du secteur de la tech, je vois que Pierre demande si c'est des entreprises qui lèvent plus de dettes que dans d'autres secteurs. Alors honnêtement, pas forcément, parce que souvent c'est des secteurs avec des fortes croissances. On Oui. peut avoir beaucoup de BFR ou du coup des coûts d'acquisition qui sont très chers. Hmm. Et du coup,
Pas forcément. Nous, vraiment, les plus les plus grosses levées, les plus grosses quantités de dettes, c'est vraiment sur des secteurs matures avec une bonne visibilité sur les cash flows. Et les sociétés de la tech, souvent, on lève des fonds, du coup, de l'equity et Bien sûr. pas énormément de dettes. Du coup, voilà, c'est un peu Non, c'est contre-intuitif. clair. Mais, Je suis d'accord. Moi, j'aurais plutôt tendance voilà, à dire l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt des boîtes tech qu'on retrouve avec des grosses levées de fonds qu'on voit en ce moment ouais, dans la presse. exactement. En equity, pourquoi? Parce que c'est pas assez, le business n'est pas approprié à la génération de cash régulier. Mm, Et donc, c'est pas forcément cohérent avec avec la dette, quoi. Il faut que ce soit absolument. des cibles matures, en effet, Yes. établies avec leur position sur le marché. Sinon, quand c'est trop jeune, c'est pas assez. On a besoin de plus de confort. Clairement. Et c'est vrai que c'est toujours un peu comme ça dans le secteur. Une question de Samy. Les meilleurs stages à faire au préalable pour intégrer le leverage finance ou M&A? Je vous laisse peut-être répondre sur la partie leverage. Moi, je pourrais compléter si besoin sur la partie M&A. Alors, c'est une bonne question. On va dire, on aime bien, en tout cas, Vous allez dire M&A, quoi, du coup. alors, au M&A, private equity, on aime bien aussi les premières expériences dans des fonds également. Et tout ce qui est M&A, on aime bien aussi. Franchement, c'est des métiers qui sont tous liés, hein. Pour faire une opération, on a besoin d'un conseil M&A, d'un sponsor et du coup d'un prêteur. Donc, c'est trois métiers qui sont un peu interdépendants. On ne peut pas faire une opération sans l'un des trois. Et il y a des synergies assez importantes dans les trois. Mais d'un point de vue purement technique, on va quand même préférer quelqu'un qui va faire du private equity ou du TS, du coup, un cabinet d'audit, qui a une analyse très fine des bilans et qui va du coup être très performant sur des modélisations financières que voilà, quelqu'un du M&A va peut-être être, on va dire, désolé Guillaume, on les voit souvent sur des profils juniors un peu moins techniques vraiment dans l'approche cash flow, dans l'approche modélisation financière. Donc on aime bien le TS, private equity, moi c'est les deux profils que j'aime bien privilégier lors d'entretien. Sébastien, du coup, c'est pareil pour toi. Oui, en effet, alors on est assez ouvert. Faut pas. Oui, On n'est je pas suis un non peu strict, plus. j'avoue. On est ouvert Faut généralement. pas passer Après, au bien screening avec Guillaume. Faut mieux passer avec Sébastien. Voilà. On donne la chance. Nous, le prérequis, c'est que les bases financières soient maîtrisées. Si on a quelqu'un qui a jamais fait de stage en corporate finance, mais qui arrive et qui sait nous dérouler un cash flow, qui sait expliquer pourquoi il aime le métier, qui s'est renseigné, bah, il va être intéressant. On va pas prendre quelqu'un juste parce qu'on a vu qu'il a fait un stage en M&A chez Rothschild, qu'il s'est bien passé ou pas, mais en tout cas, on peut être ouvert, mais bien sûr que quand on va voir des personnes qui ont fait de l'audit, du TS, qui ont déjà fait des stages en M&A aussi, bien sûr, ils vont avoir un avantage certain, mais c'est pas non plus. Voilà, il y a de la place, mais c'est très compétitif en fait, hein. Donc, mais il y a on va dire que si la personne est bien câblée, elle aura sûrement sa chance. Pas grand-chose à ajouter, hein. Je pense que c'est des métiers assez classiques avant Mm, le M&A. Donc c'est un peu la même chose. mm. Question de Thibaut. Quels secteurs sont les plus actifs dans les LBO actuellement? Question d'actu. Est-ce que la crise du Covid a eu un impact? En effet, ça a eu. On aime bien la santé. Ouais, Ouais. généralement, la santé est Sans un déconner. secteur qui est très bien parce que c'est assez résilient. Ouais. Après, il y en a plein. Alors, généralement, tout ce qui est le voyage, le tourisme, pas terrible. On va pas se mentir, ils ont été particulièrement impactés, mais dans les secteurs, au global, il y a toujours des segments de marché qui sont plus résilients ou des business models qui sont plus résilients. Donc, il y a des réponses générales comme voilà, la santé, l'éducation, par exemple. L'éducation aussi, ça marche très bien. Qui sont des très bons candidats au LBO, mais on va retrouver des fois dans les secteurs des business models qui sont hyper résilients avec des contrats à long terme, des super marges et peu de capex, et donc et ça va être un super candidat au LBO. Donc on peut se retrouver, il y a un peu de tout, même dans l'automobile, il y a des bons candidats au LBO. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais, Il y a mais il y aussi en a. l'agroalimentaire, Sébastien, Oui, qui marche pas mal. L'agroalimentaire, qui est un besoin primaire, hein, c'est caricatural, mais c'est des tout à secteurs fait. assez matures, qui ont des marges assez stables et qu'on aime bien aussi sur des LBO. En fait, c'est typiquement, de manière générale, c'est un petit peu les secteurs les moins risqués, quoi. Donc, les secteurs qui sont en Absolument. fait à bêta inférieur à 1, ou voilà, c'est ce type de secteur, quoi. Plus on est, La plus c'est santé. risqué, après, Ouais, moins ça va être propice pour le leverage, quoi. voilà.
Par exemple, là, il y a Grand Frais qui est une chaîne, c'est du retail, c'est une chaîne alimentaire française, c'est détenu par PAI, si je me souviens bien, qui va être remis en vente là, et c'est un des plus gros LBO français, et ça marche super bien, c'est dans l'agroalimentaire. Et Panzani aussi, qui a été fait l'année Ouais, dernière, Mm. un beau exactement. LBO Par CVC, ouais. Avec CVC, yes. CVC, qu'on Mm. a regardé nous aussi, qu'on n'a pas été retenu, malheureusement, mais voilà. Donc il y a pas mal de deals, de gros deals agro qui sont en train de tourner Mm. et qui en ces temps de crise sont assez rassurants parce que du coup, c'est des marchés qui ont profité de la crise d'ailleurs, hein. On l'a vu Ouais. sur pas mal de groupes d'agroalimentaires qui ont eu des marges qui ont augmenté et des ventes qui ont assez augmenté pendant la crise. Merci pour vos réponses, très claires encore une fois. Une question de Maxime, alors c'est une question intéressante, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas parlé d'ailleurs. La différence entre le structured finance et le leverage finance, s'il y en a une d'ailleurs, est-ce que c'est juste une différence sémantique? Il y a vraiment une différence de fond. Alors, le structure finance, ça inclut le leverage finance, c'est ce qu'on appelle les financements structurés au sein des banques, mais c'est une plus grande famille qui inclut, Ouais. par exemple, l'export finance. Ça oppose au financement un peu vanille. Donc, ça va être la ligne de crédit classique qui est prêtée entre une ou plusieurs banques, mais très, très, très basique. Nous, le métier, il est vraiment un peu plus, c'est vraiment un métier d'expert qui nécessite des structures un peu plus complexes. Donc, c'est ce qu'on va retrouver donc, pour le financement d'export, le financement d'actifs, donc type shipping, financement des avions, c'est aussi des métiers très riches. On a aussi le financement infrastructure qui est assez connu, qui est très développé, surtout, par exemple, surtout chez les banques. Et est-ce que j'en oublie d'autres dans le structure finance? Je crois que c'était les principaux exemples que j'avais en Ouais, tête. donc c'est les principaux, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est le structure finance, c'est une poche d'activité financement des banques. Mm. Dedans, il y a plein de sous-poches, dont une qui est le leverage finance et qui s'occupe que de l'acquisition en fait et des Mm. LBO. Et à C'est donc côté, les il y a tout cibles, ce c'est qui du est corporate. absolument. On est Ouais, vraiment sur du corporate, sur de l'actif corporate. Mm. C'est ça. D'ailleurs, dans les métiers de la dette, j'y pensais, est-ce que peut-être des métiers d'analyse crédit, ça peut aussi être peut-être des premières portes d'entrée pour vos métiers? Alors oui, c'est une première porte d'entrée car c'est la base du métier. Donc moi, j'en ai fait, j'ai fait un stage en coverage en banque et un stage en crédit aussi, en crédit en banque. Donc c'est le même métier après. Donc c'est un peu plus différent car c'est de l'origination, de l'exécution, c'est un métier banque d'investissement. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et c'est aussi une sortie, par exemple. Quand on veut un peu réduire le rythme et ne plus avoir à gérer les clients, on peut faire du crédit. Mm. Et d'ailleurs, on est quotidiennement en contact avec eux parce que lorsqu'on présente un dossier de la finance en interne, bah, du coup, on passe par des comités de crédit et nos dossiers sont analysés par du coup des analyses crédit. Donc voilà, il y a un lien, une interdépendance entre ces deux métiers qui fait que la passerelle est possible. Tout à fait. Très clair. Une question de Geoffrey. Quelle est la place de l'ESG en les fines? Ah, Vous évoquez les agences de rating. Est-ce que vous regardez aussi des agences extra-financières? alors oui, de plus en plus, hein, de plus en plus, il y a 5 ans, quand on a commencé, je parle sous le contrôle de Seb aussi, on n'en voyait pas du tout. Mm. Et aujourd'hui, on a même des covenants et le pricing de la dette qui peut évoluer en fonction d'indicateurs ESG, notamment tout ce Ouais. qui est carbone, égalité homme-femme, Mm. pourcentage des femmes dans le COMEX ou dans le groupe, etc. Et du coup, ouais, c'est un sujet qu'on regarde de plus en plus. Alors, c'est surtout réservé aux deals large cap ou upper Mm. mid cap. Sur les deals small ou mid cap, on le voit de manière peu parce que en général, ces entreprises n'ont pas les structures nécessaires pour fournir des indicateurs, on va dire, ESG. Mm. Mais sur les gros deals, c'est vraiment l'ESG un point qu'on voit de plus en plus et qui est demandé par les sponsors d'ailleurs, qui eux-mêmes du coup sont sous contrainte de leur LPs, hein, Mm. et du coup qui nous demandent dans les documentations d'intégrer des critères ESG. Donc oui, on travaille de plus en plus avec des agences extra-financières et les indicateurs ESG sont de plus en plus intégrés à nos documentations de crédit. Ouais, ce qu'il faut, ouais, en fait, le contexte de tout ça, c'est que ça y est, là, depuis, la finance commence un peu à se verdir et avoir une prise de conscience là-dessus. Et donc, les asset managers, les banques vont faire attention à qui elles vont prêter. Par exemple, vous avez sûrement vu des annonces avec les principales banques qui sortent complètement du financement du charbon, des choses comme ça. Ça en fait partie. Et il y a aussi, dans notre métier, donc les investissements que l'on fait, la dette que l'on lève, on va s'assurer qu'elles intègrent une composante qui prend en compte une composante environnementale, sociétale, etc. Et donc, il y a deux choses à ça. Il y a premièrement les mécanismes Sustainability Linked Loan que l'on intègre. Donc, c'est la prise en compte
d'une composante green ou sociétale. Quand je dis green, c'est green au sens large, dans le pricing. Donc, ça veut dire s'ils respectent les indicateurs, ils peuvent avoir une décote sur leur pricing. S'ils ne les respectent pas, ça peut augmenter le pricing, mais au lieu que ça aille dans la poche des banques ou des investisseurs, ça ira plutôt dans un budget pour justement, dans une enveloppe d'investissement pour remédier à ça. Et on a aussi donc les green loans qui sont vraiment, eux, des bonds ou des loans levés juste pour financer des projets à teinture verte. Donc, c'est les deux types d'actifs qui se développent. Mais maintenant, je crois il y a énormément de volume, surtout sur l'obligataire, qui sont émis avec une composante green. Ça s'est beaucoup accéléré depuis 2 ans. Juste pour Voilà. vous dire, ceux qui sont intéressés pour débuter une formation en leverage ou même profiter de tous les autres cours sur la plateforme TrainingView, on a toujours nos 3 packs qui sont disponibles. Tous les contenus sont disponibles dans tous les packs, les 3 packs, y compris le MOOC de Sébastien et Guillaume sur le leverage finance. C'est des abonnements qui sont sans engagement, donc c'est très flexible. Et vous avez en plus de la partie cours, une partie entraînement avec des questions d'entretien corrigées sous forme de tests que vous pouvez faire et vous avez après votre note sur 100 et le corrigé. Des podcasts avec différents professionnels de différents métiers, un petit peu comme on a fait aujourd'hui, mais avec plein de profils différents. Des fiches sur les grandes banques où aussi on parle des différents deals. Donc, typiquement, le deal sur Panzani, c'est un deal qu'on a fait. Donc, il y a beaucoup de deals qui sont couverts. Voilà, ouais, parce que on essaie de donner aux étudiants, enfin de leur donner des informations pour répondre à la question est-ce que vous pouvez me parler d'un deal sur lequel on a conseillé? Donc, sur toutes les grandes banques, vous avez tous les deals, toutes les questions qui tombent régulièrement en entretien, tous les process détaillés. Et on peut vous mettre en relation avec des banques et des fonds partenaires. Donc, si votre CV correspond aux critères de recrutement, si jamais vous réussissez un test de qualification technique sur notre plateforme, nous, on peut vous recommander qu'on envoie votre CV et un petit recap sur votre profil à nos partenaires, donc soit des professionnels, soit des RH. Et ça vous permet d'augmenter significativement vos chances d'obtenir un entretien. Voilà. Donc, si vous voulez bénéficier de TY Leverage, n'hésitez pas, c'est jusqu'à demain soir, avec 20% de réduction sur les 3 packs. C'est super important d'être au clair, d'être informé sur les opérations qu'il y a eu. Vraiment, autant les prérequis, la technique, c'est un prérequis que tout le monde doit avoir. Et ça, c'est un vrai plus. Enfin, pour le coup, c'est très, très bien que la plateforme propose ça. Parce qu'on apprécie énormément. Et même dans le métier de tous les jours, les profils se différencient, ont d'intelligence sur les deals qui se font dans le marché. La connaissance de l'actualité est super importante. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas sur la plateforme mais qui veulent quand même s'intéresser à l'actualité, suivez notre page TrainingView sur la partie finance. On met régulièrement des actualités financières. Ça vous permet de rester un petit peu au courant, d'augmenter votre culture générale financière, ce qui n'est jamais une mauvaise chose quand on veut passer des entretiens et qu'on veut évoluer dans ce secteur. Voilà, on arrive à peu près au bout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, il me reste à vous remercier tous pour votre présence. À remercier chaleureusement et particulièrement Sébastien et Guillaume qui nous ont accordé un petit peu de leur temps pour nous parler de leur métier, du leverage et répondre à vos questions.